Salut, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc là je vais t'en faire une pour te donner 2-3 conseils au niveau de la banque, d'accord? Là j'ai rendez-vous donc à la BNP Paribas, comme tu as vu, je dois financer donc un petit projet et c'est important de connaître, d'avoir des notions bancaires et pour faire en sorte que quand tu vas à la banque, que tu vas proposer ton projet, pour que tu aies toutes les chances de ton côté, qu'ils te financent, d'accord? Parce que tu ne peux pas aller trouver un projet n'importe comment et miser un peu sur le loto en disant ben voilà, est-ce que vont financer? Si tu ne rentres pas dans les cases de la banque, tu vas avoir des refus catégoriques. Voilà. Après, tu peux avoir des refus qui sont par rapport à la banque, aux règles bancaires, à eux, parce que chaque banque a ses propres règles, même s'il y a une base quand même à suivre. D'accord? Voilà. Donc, je vais te donner 2-3 conseils. Donc déjà, le premier conseil, c'est donc de connaître les règles bancaires. C'est quoi? Tu sais qu'aujourd'hui, la banque te finance si tu es au niveau des 35% d'endettement. Donc, en dessous, elle te finance. Au-dessus, elle ne te financera pas. Alors, encore une fois, je parle sur des règles de base. Maintenant, si tu as beaucoup d'épargne, beaucoup d'actifs et un gros revenu, forcément que tu vas peut-être avoir si tu veux, des faveurs. Voilà, des faveurs. Même si aujourd'hui, il y a une règle qui dit qu'on ne finance pas si l'emprunteur est au-dessus de 35% d'endettement. Voilà. Ça, c'est déjà la première règle à connaître. Donc ça, tu dois le savoir, tu dois le calculer. Clairement, c'est quoi? C'est que tu as tes revenus, tu fais 35% de tes revenus et tu sais clairement combien tu peux emprunter, combien tu peux avoir de crédit. Voilà, tout simplement. Il y a ça. Maintenant, le deuxième point, c'est l'épargne. D'accord? L'épargne, il faut que la banque, même si si tu as moins de 35% d'endettement et que tu n'as pas d'épargne, la banque ne te prêtera pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau des DPE, et les banques, elles ont peur. Elles ont peur parce que elles ont, si tu veux, fait beaucoup de financement et elles ne connaissent pas leur patrimoine. Et oui, parce que quand elles prêtent de l'argent aux particuliers, aux pros, c'est très rare qu'ils font des visites et du coup, si tu veux, ils ne connaissent pas l'état de leur patrimoine. Donc, ils se disent, mince, on a financé pendant des années un patrimoine immobilier à des investisseurs, à des pros. Aujourd'hui, je ne connais même pas l'état de santé du patrimoine que j'ai financé. Et du coup, je ne sais pas clairement si y en a pas des gens qui vont se retrouver dans la merde. Clairement, parce que quand tu fais un prêt il y a 2-3 ans, les DPE, c'était pas, on va dire, une priorité. Du coup, peut-être que tu as investi uniquement à l'autofinancement et que finalement, en fait, tu dois refaire la façade, tu dois changer, tu dois mettre une pompe à chaleur, etc. Tu es d'accord avec moi que cet argent-là, il faut la sortir. Et si tu n'as pas prévu d'épargne, tu vas être compliqué. Du coup, ça va être compliqué. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver en galère et c'est la banque qui va ramasser aussi les pots cassés. Donc c'est pour ça que les banques, elles font très attention aujourd'hui et l'épargne, c'est plus qu'obligatoire et c'est comme ça, voilà. Alors après, tu as des règles, hein. Tu as le crédit agricole. Je sais qu'en général, pas tous les crédits agricoles, encore ça dépend. Je sais que moi, sur les crédits agricoles dans mon secteur, ils demandent d'avance de trésorerie 6 mois d'avance de prêt. C'est-à-dire que par exemple, tu as 300 € de crédit, il faut 3 x 6, ça fait 18, il faut 1800 € d'épargne de côté. Voilà, pour pouvoir déjà avoir cette épargne de côté, plus 10% d'apport du nouveau projet. C'est-à-dire que si par exemple je fais un projet à 100 000, il faut, par exemple, si j'ai 300 € de crédit déjà, il faut 1800 € de côté, ça, plus les 10% d'apport. Voilà. Voilà, et ça va vite, hein. Quand tu as 5-6 immeubles, et encore 5-6 apparts, je parle des immeubles, mais moi j'en ai 1, 2, j'en ai 3 immeubles. J'ai plusieurs apparts en loc, ça va vite, hein. L'épargne, il faut de l'épargne, hein. Pour moi, c'est une nécessité, hein, tu vois. Et voilà, donc il faut respecter son endettement, il faut de l'épargne, d'accord, pour avoir l'apport nécessaire et avoir, si jamais tu as des crédits, avoir aussi que si jamais une fois que tu sors cette épargne-là,
pour faire le prêt, il faut qu'il te reste encore de l'argent de côté, d'accord? Pour assumer si jamais tu as de la vacance locative, si jamais tu as des impayés, si jamais tu as des travaux, il faut encore de l'épargne. Hein. Il ne faut pas que l'épargne pour l'apport. Hein. Il faut de l'apport, de l'épargne pour l'apport, il faut de l'épargne qui reste sur le compte. Sinon, la banque ne te prêtera pas, d'accord? Moi, je dois financer un projet. Si ma banque, demain, elle me demande 10% et qu'elle voit que sur mes comptes, il y a zéro, elle va se dire, ben non, une fois qu'on vous aura financé, vous n'allez plus avoir d'argent de côté. C'est trop risqué, vous avez des biens immobiliers, on ne te prête pas. Basta. Même si vous êtes en dessous des 35% d'endettement. Ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, ces deux points-là, c'est très important, ces deux points-là, l'endettement et l'épargne de côté. Le troisième point, c'est les actifs. C'est quoi un actif? Demain, tu as acheté ta résidence principale, tu payes un crédit pendant 5, 6, 7 ans. Ton bien, aujourd'hui, il en vaut 180 000. Il te reste 150 000 de crédit. Tu fais 180 moins 150, ça fait 30. Ça, c'est l'actif net qui te reste dans ton patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu vas revendre, en fait, tu vas pas vendre... il va te rester de l'argent, d'accord? Bon, je ne parle pas de la plus-value, parce que sur une résidence principale, tu ne payes pas d'impôt sur la plus-value. Mais du coup, la banque va regarder ça aussi. Elle va regarder donc, vos actifs, donc actifs immobiliers, et elle va regarder les actifs. Donc, elle va regarder l'emprunt et elle va regarder actif net. D'accord? Actif net, c'est l'actif de ton bien moins l'emprunt bancaire. Et du coup, l'actif net, c'est ce qui est bloqué physiquement dans ton patrimoine. Voilà. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que même demain, quand tu achètes un immeuble de rapport, en fait, il faut, pour moi, je ne me lancerai jamais dans un projet si le bien, une fois terminé, ne vaut pas plus que le crédit. Pourquoi? Parce que si demain, je dois revendre comme ça, je sais que si je revends à perte, c'est pas bon. Donc en gros, il faut que ton immeuble de rapport, une fois que ton projet est fini, qu'il est mis en location, il faut qu'il en vaut plus que le crédit que tu as. D'accord? Et je dirais, il faudrait que minimum, il vaut 7% de plus. D'accord? Que l'encours que tu as. Par exemple, tu fais un prêt de 100 000 pour un petit immeuble, par exemple, de 2 appartements. Eh ben, il faut que ton bien, une fois terminé, que les travaux finis, il en vaut 107 000. Pourquoi? Parce que dessus, tu as les frais de notaire. D'accord? Un frais de notaire, ouais, tu as 7% de frais de notaire. Ouais, 7% à peu près, moins à peu près. Voilà. Donc en gros, tu sais que demain, si tu dois revendre 107, en fait, tu ne vendras pas à perte, parce que ton bien aura aussi pris en compte tes frais de notaire. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important. Et je dirais même plus qu'il faudrait minimum 10% de plus, voire 15%. D'accord? C'est-à-dire que si ton bien, tu l'achètes 100, il faut qu'il en vaut 115. Voilà, c'est comme ça, pour se couvrir, si tu veux, pour avoir cette marge-là, de se dire, ben voilà, je ne revends pas à perte. Et voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, la banque, elle, quand demain tu vas acheter un immeuble, 2 immeubles, elle va regarder les actifs nets, d'accord? Et si par exemple tu achètes 2 immeubles dans l'année, on est d'accord que tu n'as pas remboursé beaucoup de capital. C'est-à-dire que en une année, tu avais peut-être remboursé, peut-être tu vas avoir 500 € de crédit sur chaque immeuble, tu vas avoir 1 000 €. Allez, tu es d'accord que sur un an, ça va te faire du 10 000. D'accord? Tu auras remboursé 10 000 € sur 2 immeubles. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, tu achètes un bien 100 et qu'il en vaut 100, mais en fait, tu auras en actif net que 10 000. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu. C'est ce que tu auras remboursé, toi, dans l'année de capital. D'accord? Et ça, c'est bien. Mais ce qu'il faut compter aussi, je t'ai dit, il faut que ton bien vaut plus cher que le prix d'achat. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va t'augmenter la valeur de tes actifs. Tu vas comprendre, je vais t'expliquer un truc. Et ça, je dirais, c'est encore plus puissant que le remboursement du capital. Tu vas comprendre. Moi, sur mon premier immeuble, si tu regarderas toutes mes vidéos de Tizi, alors je ne vais pas te parler des chiffres parce que ça reste quand même secret. Secret, on va dire, ça reste confidentiel. Je ne vois pas que ça a quoi. Pardon. Mon bien, mon immeuble, mon premier immeuble de 6 apparts plus la maison, je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai acheté 50% moins cher que ce qu'il vaut aujourd'hui. Parce que j'ai négocié, parce que j'ai acheté des biens à problème.
D'accord, il y avait des biens à problème, c'était un immeuble qui était à rénover. Voilà, le propriétaire, il s'en occupait plus, il s'en foutait un petit peu. Et si tu veux, en fait, on était en plus de ça. Le troisième point, c'est qu'on était dans un secteur peu recherché, d'accord. Et ces trois facteurs-là, bien dans un secteur peu recherché, bien à problème, avec des travaux, voilà, avec des locataires, mais que c'est pas forcément des locataires qui ont des gros revenus. Si tu veux, j'ai additionné les problèmes et du coup, j'ai négocié et du coup, là, j'ai résolu ces problèmes parce que j'ai rénové les travaux, j'ai rénové les appartements, j'ai mis en location et du coup, maintenant, mon bien, il vaut 2 fois plus que je l'ai payé. D'accord? Et pourtant, je l'ai acheté il y a 3 ans. Je suis toujours ici en différé d'amortissement, c'est-à-dire que je n'ai encore pas remboursé la banque un centime. Alors, c'est les intérêts d'emprunt. Mais aujourd'hui, en actif net, j'ai de l'actif net, même si j'ai remboursé 0 € de capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que, par exemple, mon bien, je l'ai acheté 100 000, aujourd'hui il en vaut 200 000, j'ai en actif net immobilisé dans mon patrimoine immobilier 100 000 euros. Et pourtant, je n'ai remboursé 0 à la banque, uniquement les intérêts d'emprunt. Tu comprends pourquoi c'est très puissant d'acheter des biens, de faire de bonnes affaires, parce que la banque va regarder ça. Elle va se dire, bon, ok, monsieur Mikalev, il a certes pas remboursé encore la banque, il est toujours en différé d'amortissement, mais par contre, demain, si lui, il vend le bien, quoi qu'il en soit, il récupérera de l'argent, il récupérera du cash, parce qu'il a fait de bonnes affaires. Aujourd'hui, son bien, il vaut 2 fois plus cher que ce qu'il a payé. Et ça, je dirais, c'est très puissant. Et tu vois, aujourd'hui, je n'ai encore pas remboursé de capital. Et c'est pour ça que c'est important de faire de bonnes affaires et d'acheter des biens, d'avoir des biens qui valent plus cher que les encours bancaires de ce que tu les payes. C'est comme ça que la banque va le voir et c'est comme ça qu'elle aura tendance à vouloir te financer des projets rapidement. Voilà. Donc, tu l'as noté, 3 points essentiels. L'épargne, respecter son endettement, et avoir des actifs nets supérieurs aux encours bancaires. Ça, c'est très très important. Il faut que tu comprennes ça pour investir dans l'immobilier. C'est les 3 bases. S'il y en a un qui ne respecte pas, tu vas avoir du mal. Il y a aussi un autre point auquel c'est important parce qu'on ne te le dit pas, c'est qu'il faut avoir un revenu fixe et régulier. Pourquoi? Parce que la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est la stabilité. Si tu n'as pas une situation stable, que ça soit financière et même personnelle, ça va être dur. Moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un challenge à résoudre. C'est que j'ai ce point-là, c'est que ben voilà, j'ai arrêté mon activité, j'ai repris une autre activité qui est toute jeune. Et ben clairement, ma banque voit que c'est un point négatif. Mais par contre, de l'autre côté, je respecte l'endettement, j'ai de l'épargne, j'ai des actifs, d'accord, mais j'ai un point qui est bloquant. Donc voilà, je sais que je peux défendre mon dossier, je sais que c'est la banque qui va, il faut que je trouve la bonne banque. Mais voilà, c'est important d'avoir des revenus fixes et réguliers. En fait, il faut se dire que il ne faut pas utiliser l'immobilier comme une seule source de revenus. Ça, c'est très important. Tu peux pas se dire je vais acheter de l'immobilier juste pour devenir rentier, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait réellement. Il faut se dire je vais faire de l'immobilier pour sécuriser mon avenir, pour avoir une retraite plus tard, pour pouvoir récupérer des plus-values de temps en temps, parce que ben voilà, je vais arbitrer, parce que c'est important, parce que c'est comme ça. Voilà. Mais je garde toujours un revenu un revenu à côté via mon travail, ou alors après tu peux bien évidemment te professionnaliser si tu veux. Tu as plusieurs options, soit tu as en location meublée professionnelle, là c'est une activité qui est dite commerciale, donc tu peux te tirer des revenus dessus. Et tu peux aussi via même à travers les SCI, mais attention, les SCI, c'est aussi, en fait, si tu veux, tu payes beaucoup d'impôts. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tu le sais que quand tu gagnes beaucoup, tu payes beaucoup d'impôts. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de magie. C'est tout. Après, il faut juste le calculer et le prendre en compte. Ça, et voilà. Ou alors, après, tu peux faire du marchand de biens ou tu peux faire une société, une foncière. Mais si tu veux, il faut une activité commerciale à côté. Et ça, tu vois, c'est des choses que tu apprends au parcours de ton investisseur. Moi, je te le partage. Aujourd'hui, j'ai des revenus fonciers. Il faut savoir que mes revenus fonciers n'est pas considéré comme des revenus comme une activité commerciale.
C'est-à-dire que j'ai que des biens en nom propre, que j'ai acheté en nom propre, ce n'est pas considéré comme un vrai revenu. Eh oui, c'est vrai bloquant. Et ça, nombre de rentiers te disent oui, machin, nanana. Non, la banque, elle considère que c'est des revenus fonciers. Ce n'est pas une activité commerciale, même si tu as des revenus tous les mois. Et du coup, ben, en fait, elle ne peut même pas prendre en compte ces revenus-là. Alors, c'est pas toutes les banques, d'accord? Je sais que moi, il y a des banques qui m'ont dit ça, qui m'ont dit Aldo, tu as que des revenus fonciers. On ne peut pas prendre en compte tes revenus, d'accord? Et voilà. Alors après, il y a des banques qui le calculent différemment, mais voilà. Et du coup, par contre, si j'avais une activité à côté, là, oui, ils auraient pu prendre mon activité principale et additionner mes revenus. Et là, ils auraient pu. Mais aujourd'hui, attends, je regarde quelle heure il est parce que j'ai rendez-vous à la banque à 10h. Pourquoi ça fait ça? Excuse-moi, ça a changé la qualité. Voilà, j'ai rendez-vous à la banque à 10h. Donc, si aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'activité, en fait, il ne peut pas prendre en compte mes revenus fonciers. Voilà. Donc après, ça dépend. Voilà. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une nouvelle activité pro. Elle est toute jeune. Donc il y a des banques qui veulent la prendre en compte. Il y en a non. Et voilà. Donc si tu veux te professionnaliser, investir dans l'immobilier et faire ça, ben, il faut soit LMP, soit SCI, mais se tirer de revenus. Mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas la SCI, c'est pour transmettre du patrimoine, c'est pas fait spécialement pour te tirer des revenus, etc. Enfin, il faut en avoir de l'immobilier déjà pour pouvoir tirer des revenus, hein, c'est la base. Et ou alors, marchand de biens, ouvrir une foncière, voilà. Ou alors, regarder son activité à côté et investir dans l'immobilier pour, comme je te l'ai déjà dit, sécuriser son avenir, hein, clairement, transmettre son patrimoine à ses enfants, récupérer un peu de liquidité pour pouvoir profiter. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, je l'ai dit, connaître sa capacité d'endettement. Voilà, tu as la règle des 35%, tu prends tous tes revenus, tu fais 35% et tu connais en fait le montant du crédit que tu peux avoir. Donc après, le montant va dépendre aussi de la durée d'emprunt. D'accord? Si tu fais une durée d'emprunt de 10 ans, le montant de ton crédit va augmenter. Si tu fais une durée d'emprunt de 25 ans, le montant de ton crédit que tu peux va diminuer. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'investisseurs, ils choisissent des durées d'emprunt longues pour pouvoir emprunter au maximum en fait. Mais voilà, après chacun a une stratégie différente. Moi personnellement, c'est pas une stratégie que je vise. Pour du patrimonial à la rigueur, pour de l'ERP, bon, ça peut se dire sur 20 ans, 25 ans, ok, mais sur des biens de rendement, si tu veux du cash flow, sur des biens de rendement, dans un secteur à risque, perso, bon, après voilà, je veux pas influencer, mais moi perso, je privilégie du 15 ans. Voilà. Après, voilà, donc une fois que tu connais ta capacité d'endettement, tu vas trouver le projet. Tu vas trouver le projet et puis il faut que tu choisisses un projet qui correspond aux règles bancaires et à la capacité d'endettement que tu peux. D'accord? Si tu as une capacité d'endettement de 200 000, tu ne vas pas aller trouver un projet à 500 000. Hein. Et c'est pas la magie, c'est pas le dossier bancaire du turfu. Du futur, tu vas trouver, tu vas acheter le mec qui va te dire monte un dossier bancaire béton. Mais si le creux dedans, l'intérieur de ton dossier bancaire, il est pourri parce que tu es trop endetté, la banque ne te suivra pas. Hein. Tu sais, il n'y a pas de magie, hein. C'est un tout. Hein. Il faut un bon projet, connaître sa capacité d'endettement pour respecter les règles, il faut de l'épargne, il faut un bon dossier bancaire, il faut défendre ses intérêts et défendre son projet, il faut que le banquier te suive parce qu'il faut qu'il connaisse ton projet, tu comprends? Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que la banque va te suivre ou pas. Hein. Voilà, hein, c'est pas, il n'y a pas l'un sans l'un ne va pas, l'un sans l'autre ne va pas, d'accord? Comme je t'ai déjà dit, si tu n'as pas d'épargne mais que tu as un endettement qui est ok, la banque ne te suivra pas. Voilà. Alors après, il y en a qui vont dire oui, moi ma banque me suit, nanana, ouais bon ok, on ne connaît pas ta situation. Voilà, si tu achètes un immeuble mais que tu n'as pas d'épargne, tiens un SMIC, tu n'as pas d'épargne, tu ne suivras pas la banque, cherche pas, surtout aujourd'hui. Voilà, hein. C'est clair, net et précis. Hein. C'est important d'avoir des bonnes bases pour bien commencer dans l'immobilier. Voilà. Donc, faire un projet qui correspond, comme je t'ai déjà dit, à sa capacité d'endettement, à l'épargne nécessaire, à l'apport nécessaire. Il faut choisir, par exemple, si tu as 10 000 euros d'apport à mettre dans le projet, tu vas choisir un projet à 100 000. C'est tout, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Voilà, tu ne vas pas dire, oui, mais je vais trouver la banque qui accepte sans apport, nanana. Aujourd'hui, l'apport, c'est obligatoire, comme je t'ai déjà dit. Alors, quand je dis c'est obligatoire, c'est plus que les demandes. Quand tu es en départ de projet au début, quand tu as un revenu qui est faible, il le demande, c'est pour une sécurité, c'est pour pallier justement aux frais de notaire et de se dire que le crédit correspond à la valeur de l'actif, tout simplement.
Voilà, bon, une fois que tu as trouvé le projet, tu vas aller à la banque, d'accord? Tu vas défendre tes intérêts. Alors moi, je te conseille, perso, c'est un conseil que je te donne. J'ai fait cette analyse-là, d'aller dans les banques d'abord que tu ne connais pas. Dans les banques où tu n'as pas tes comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un premier aperçu. Quand tu vas aller voir les banques, tu vas aller voir des banques que tu ne connais pas pour voir un petit peu, pour sonder un peu qu'est-ce qui peut bloquer dans ton dossier, d'accord? Et du coup, bah, tu vas faire une banque, deux banques, trois banques, et si tu vois qu'elles te refusent, essaye de comprendre le motif du refus, d'accord? C'est très important de comprendre le motif du refus, et après, tu avises, tu refais un peu ton dossier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, attention, hein, mais qu'il faut peut-être, voilà, mettre peut-être plus d'apports, diminuer la durée ou augmenter la durée d'emprunt, tu vois. Voilà. Et pour que, quand tu vas voir tes banques principales, qu'ils ont tes comptes, qu'ils ont ton épargne, etc., que tu sois en gros au max et que tu sais que ils t'ont refusé dans deux, trois banques pour la même chose, tu as corrigé, tu vas dans la banque principale, ta banque à toi, pour apporter un dossier qui est censé passer. D'accord? Donc voilà, un conseil aussi à donner, c'est ça, c'est va voir des banques que tu ne connais pas au départ, et après, essaye de comprendre le motif de refus pour justement modifier ça et aller dans tes banques principales pour que vous ayez un projet qui normalement devrait être accepté. Voilà. Ça. Alors après, il y en a qui disent oui, vaut mieux aller en début d'année à la banque. Oui, c'est vrai. C'est vrai que qu'en fin d'année, en général, ils ont bouclé, etc. Mais un projet rentable, un projet avec un endettement qui est OK, avec un apport OK, la banque, elle va te suivre. Elle ne va pas te dire non, je te refuse parce que on est en fin d'année, on a fait nos quotas. Bon, c'est déjà arrivé, hein, mais tu vas trouver les banques. D'accord? Peut-être que tu as une de banque qui va te dire non pour ça, mais tu vas trouver les banques. Voilà. Donc, faut-il aller en fin d'année pour faire les projets? C'est pas la meilleure période, mais tu peux y aller si tu as un bon projet. Voilà. Après, si tu vois qu'au bout de refus, on te dit non, nous on a fait nos quotas, etc., revenez l'année prochaine. Bon, à ce moment-là, tu reviens l'année prochaine avec la même banque et tu fais le projet. Hein. Voilà. Mais bon, pourquoi perdre du temps? Autant y aller, elle te suit, ok, elle te dit non, reviens l'année prochaine, tu reviens l'année prochaine. Voilà, hein. C'est tout. Hein. Voilà. Et voilà, donc ça c'est ok, une fois que tu as fait le projet. Et le cinquième point, ce qui est important, c'est de défendre son dossier, comme je t'ai expliqué. Défendre son dossier, c'est quoi? C'est tu dois connaître parfaitement ton dossier, ton projet, tu dois connaître combien il rapporte, tu dois connaître si tu vas payer d'impôts sur combien d'années, tu dois connaître tes actifs, tu dois connaître pourquoi tu l'achètes, pourquoi la banque doit te financer, parce qu'une banque, c'est un partenaire. Une banque, elle est partenaire, et il ne faut pas penser uniquement dans son intérêt, il faut penser dans l'intérêt de la banque. La banque, pourquoi elle va te financer? Pourquoi? Parce qu'elle, il faut que la banque, toi tu vas gagner de l'argent avec l'immobilier, mais elle aussi, il faut qu'elle en gagne de la banque. C'est tout, c'est donnant, c'est du win-win. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Si tu lui dis non, ben moi, je veux garder tous mes comptes dans une autre banque, etc., elle va te dire, mais attends, dans sa tête, elle va se dire quoi? Puis il vient, elle veut que je lui propose un projet, il veut rien me donner en échange. Moi, j'ai rien à gagner, lui, il a tout à gagner. Je lui prête? Non. Voilà, c'est tout. Donc si par contre tu lui dis, moi voilà, je transfère vos comptes chez vous, regardez, prenez des frais de dossier, peu importe, prenez les frais de dossier que vous voulez, l'épargne, j'ai de l'épargne, j'ai de l'apport, voilà, je prends un chéquier chez vous, je prends une carte, je prends l'assurance P&O chez vous, je prends l'assurance de prêt, tu vois, tu as quelque chose à donner à la banque, et là la banque, gagnant-gagnant, elle aura tendance à plus te favoriser et t'accepter le prêt. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est du donnant. Voilà, faut bien le comprendre ça. La banque, elle n'est pas là, la banque, c'est pas du bénévolat, hein, elle est là pour gagner de l'argent. Hein. Elle, c'est bien tes comptes, ok, mais aujourd'hui, voilà, il faut donner plus qu'avant aujourd'hui. Plus. Tu n'as rien à donner, la banque, elle te dit, moi, je te donne rien. C'est comme ça. Voilà. Donc, pense gagnant-gagnant. La banque, elle va te dire, elle va penser, qu'est-ce que lui va me donner? Tu vas lui dire, voilà, moi, je peux faire un transfert de compte, je peux faire ça. Elle va dire, bon, ok, j'ai quelque chose à prendre, on va travailler sur son dossier. Voilà. Et un autre point aussi, c'est que forcément, après, je ne vais pas te parler, tu sais très bien que tu ne dois pas être à découvert, tu dois avoir des comptes clean, tu dois avoir même, si tu peux mettre 50 € par mois de côté sur un autre compte régulier, la banque aime la stabilité.
n'aime pas des gens qui sont à découvert, n'aime pas des gens qui ne mettent pas d'argent de côté. Même 20-30 euros par mois, c'est très important. Voilà. Ils veulent la stabilité, ils veulent que tu évolues financièrement. C'est comme ça. S'ils voient que tu as travaillé un an, tu as arrêté de travailler, tu retravailles, machin, nan, même ta situation familiale, qui voient que tu étais avec ta copine par exemple, et que finalement tu es célibataire, et que tu es machin, tu es si, tu as déménagé à gauche, tu as déménagé à droite, nanana, ils n'aiment pas ça. Les banques aiment la stabilité. Il faut bien le penser. Voilà. Ça, et après, quelle heure il est hein, j'espère que je ne vais pas tomber en retard. J'ai rendez-vous à 10h, 9h35. J'ai rendez-vous à 10h à la BNP Paribas pour défendre. Et je te mens pas. Pour défendre mon dossier. Merde. Pour défendre mon dossier bancaire. Et ouais. Ça. Bon, je peux te dire qu'il y a du dossier là-dedans. Il y a 125 pages. Alors après, c'est pas le dossier. C'est pas tout le projet. Hein. Le projet, ça tient sur 2 feuilles. Hein. C'est que ben voilà, j'ai plusieurs comptes, forcément. Et ben voilà, j'ai plusieurs. Là-bas, les banques demandent les 3 derniers relevés de compte sur chaque compte. Ils demandent les baux de location. Voilà, tous les baux de location. Ils demandent le projet. Ils demandent ta situation personnelle. Ils demandent voilà, ils demandent tout en fait. C'est ta vie limite, hein, tu vois. Et moi, mon but, je donne tout. Tout. J'ai limite, je veux que une fois qu'elle a ça, bon ok, j'ai juste à signer, c'est bon, on accepte le prêt, tu comprends? Si par exemple elle te donne, tu as un projet qui est carré, tu as un endettement qui est ok, mais tu as un dossier, tu n'as rien, et que tu vas là-bas les mettre dans les poches, tu leur dis, ah ben attendez, je vais vous envoyer par mail, ah ben non, finalement je vais vous envoyer à la banque, finalement que la meuf elle a rien dans un dossier, elle fera pas l'effort. Tu sais, aujourd'hui, la banque, il faut mâcher le travail. Il faut tout donner dans le dossier qui soit complet. La banque, elle n'est pas là pour demander des documents tous les jours, tous les 5 minutes. Elle est là pour étudier un projet. Vous validez, on te valide le projet. Ok, s'il faut demander des documents, il manque ça va retarder. Et ton dossier, il va passer à la trappe, elle va se dire, même limite, oh, écoutez, on ne vous finance pas, hein, parce qu'elle va voir que tu n'es pas carré dans ton projet. Voilà. Si tu as par exemple un dossier comme moi, comme ça, qui est complet, tu vois, avec, tu vois, au début, tu as le sommaire. Tu as le sommaire au début. Tu as, voilà, présentation, la présentation, le projet, le patrimoine, les relevés de compte, l'épargne, les tableaux d'amortissement, très important. Les baux de location, l'avis d'imposition, ça c'est tout ce qu'il faut, les coordonnées, parce que ben voilà, si elle veut m'appeler, etc. Les avis de valeur, très important, comme je te disais, pour déterminer les actifs nets de ton patrimoine. Avis de valeur, tu vas voir, avis de valeur, immobilier, d'accord, ton bien il en vaut 150, ben, tu fais venir une agence pour l'estimer, voilà, avis de valeur, on va regarder les crédits, etc. Avis de valeur, promesse de vente. Demain, tu as un crédit, eh ben, voilà, il te faut la promesse de vente, le compromis, d'accord, qu'elle voit la banque. Si tu as les travaux, les devis travaux, pareil, il faut les devis, il faut qu'ils soient moins de 3 mois. Hein. Donc là, il faut bien sûr, si tu as un CDI, il faut ton contrat de travail. Et remerciement. Il y a un point aussi qui est très important, tu vois, et du coup, tu as les pages. Donc si la banque, elle veut voir des baux de location, elle va à la page 76-96, tu vois, elle a tout direct, il faut marcher le travail. Là, tu as aussi très important, comme je te disais tout à l'heure, patrimoine immobilier. Ça, patrimoine immobilier. Donc, patrimoine immobilier, tu fais une fiche où tu as tout, tu vas voir. Le nombre de lots d'appartements, le montant des prêts, d'accord, le montant de tes crédits, le capital de restant dû de tes crédits, la valeur de tes actifs, comme tu disais tout à l'heure, combien ça vaut, les actifs nets, combien réellement il te reste une fois que tu vends tout, le montant des prêts actuels, d'accord, combien tu as de crédit, le montant des prêts initial, parce que si tu es en différé d'amortissement, tu as aujourd'hui un crédit de, par exemple, de 100 euros, tu payes des intérêts d'emprunt et une fois que tes crédits sont faits, tes amortissements seront passés, tu vas passer au-dessus. Voilà. Les loyers perçus, d'accord, le montant des loyers. Tu peux mettre aussi après rénovation, parce que si tu as peut-être des biens qui sont après rénovés. Et le montant des prêts après remboursement. C'est-à-dire que si par exemple demain tu dis voilà, moi je souhaiterais faire un prêt parce que de ma résidence principale, parce qu'aujourd'hui je vais vendre ma résidence principale, elle va regarder le après. Après, il va rembourser le crédit, il va lui rester tant d'emprunt, et voilà, c'est très important. Sur une feuille,
Il faut que tu as ça sur une feuille. Avec ça, elle connaît tes actifs nets, elle connaît ton endettement, elle connaît tes revenus, elle connaît tout, d'accord? Bien sûr, voilà, avec une feuille, d'accord? Ça, le reste, c'est pas primordial, on va dire, d'accord? Avec une feuille, il faut qu'elle connaisse toute ta situation financière, ta situation de ton patrimoine. Voilà, c'est important. C'est comme ça. Aujourd'hui, il faut être carré. Et comme je te disais, ça veut rien dire. Ça se trouve, il va y avoir des refus. Ça se trouve, mon projet ne va pas passer parce que, ben voilà, c'est comme ça. Parce que, ben, peut-être l'endettement trop élevé, peut-être l'apport qui ne va pas, peut-être, ben voilà, j'ai trop investi parce que j'ai beaucoup investi. Moi, aujourd'hui, j'ai investi tous les ans, j'ai investi. Donc, j'ai pas beaucoup remboursé de capital. J'ai pas remboursé beaucoup de capital. Mais par contre, j'ai des actifs élevés. Voilà, c'est pour ça que je te dis, il faut que ça soit un tout. Il faut que tu aies l'endettement qui soit OK, l'épargne, il faut que tu aies des actifs nets élevés, il faut que tu aies une bonne situation, que tu aies des relevés de compte OK, il faut que tu ne sois pas à découvert, il faut que tu aies un bon dossier bancaire. Tu comprends, c'est tout ça qui est important. Voilà. Voilà, je pense que 30 minutes, c'est déjà pas mal. Je t'ai donné plein de conseils pour, en tout cas, tes rendez-vous bancaires. J'en ferai d'autres, d'accord? Voilà, là, moi, je suis en plein full. C'est le mois de décembre. On lâche pas, on continue à se créer des actifs. Et c'est très important. Il faut toujours maintenir une régularité dans l'évolution de son patrimoine pour toujours avoir... toujours évoluer en fait. Et il ne faut pas se décourager. Il faut pas se décourager si la banque te dit non. Il faut comprendre pourquoi elle te dit non. Et corriger après, il ne faut pas se décourager. Voilà, il faut aller à fond, il ne faut pas hésiter. Il faut bien se former. Très important qu'il faut bien se former. Et il faut croire en soi aussi. Hein. Après, faut pas avoir peur. Et voilà, faire les choses avec logique. 41, je vais y aller. Faire les choses avec logique et tenter. Parce que comme on dit, il y a une phrase qui tente rien n'a rien. Donc voilà. J'espère que en tout cas ça va t'aider à faire tes projets. Voilà, en tout cas, c'est pour moi des éléments qui sont très importants. Et ça m'a fait plaisir en tout cas de te le faire partager comme d'habitude sur la chaîne et sur le groupe. Allez, je te dis à plus. Si tu veux rejoindre le groupe, donc le groupe il a changé, il s'appelle Immeuble Hôtel à vendre. Tu regardes, je te mets en capture le truc. On est une 22 000 personnes. Voilà, si tu as des recherches d'immeubles à faire, si tu as des immeubles à vendre, tu peux y déposer sur le groupe. Et si tu veux investir dans les immeubles de rapport, tu as l'autre groupe aussi, investir dans les immeubles de rapport. C'est moi qui les tiens, les groupes. Et voilà, je partage quelques connaissances et j'aide les gens quand je peux. Et voilà, c'est une communauté, on s'entraide, on fait des affaires. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je te dis à plus. Tiens.